Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau live, nouvel épisode de Questions au sénateur. On va discuter pendant 1 heure, je pense que vous commencez à connaître le principe. Si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue, soyez les bienvenus, prenez place. On est ici dans un beau petit salon sympa où on va discuter pendant 1 heure de plein de sujets avec un sénateur. C'est le principe de l'émission. Vous avez le chat, vous voyez, il est derrière nous, il est aussi devant nous, il est un peu partout sur le plateau. Et donc aujourd'hui, on reçoit un nouveau sénateur. Cette fois-ci, c'est un sénateur, c'est pas une sénatrice, c'est monsieur David Assouline. Bonjour. Bonjour, Mais bonsoir. merci. Oui, bonsoir, ouais, il est 17h, on est à peu près entre les deux. Merci d'avoir accepté de venir dans ce petit salon. Vous êtes bien installé? Oui, c'est vraiment avec plaisir. C'est si rare qu'on soit installé comme ça, tranquillement. En général, sur les plateaux télé, c'est que c'est pas trop le cas. Donc voilà, merci beaucoup d'être présent ici. Le principe, voilà, les gens disent bonsoir, vous voyez, bonsoir Captain Facom, Alkmos, Pauline Etaille. Haute B63, on a les chats sous les yeux, on va prendre un maximum de vos questions, je vais les relayer, je vais les prendre directement et vous les poser, sachant que j'ai d'autres questions au départ pour un peu introduire des sujets d'actualité, mais aussi des sujets qui sont propres à vous. Donc c'est une émission, avant qu'on débute, qui est évidemment faite avec Acropolis, enfin par Acropolis, avec Public Sénat, une collaboration ensemble sur cette émission, et voilà, on va discuter de plein de sujets pendant 1 heure. Peut-être déjà pour vous présenter, après vous me direz si vous voulez compléter, mais en quelques mots, vous êtes sénateur, logique, jusqu'ici tout va bien, depuis 2004, oui. Si je ne me trompe pas. Vous êtes aujourd'hui vice-président du Sénat et vous êtes aussi conseiller de Paris en parallèle. Peut-être qu'il y aura des questions sur la mairie de Paris, sur tout ça, ça peut venir aussi. Vous êtes sénateur, mais aussi, bien sûr. aussi maire. On a vu Fabienne Keller qui était venue notamment, et elle avait parlé de Strasbourg pendant assez longtemps, donc ça peut venir aussi. Ah non, avec plaisir. Eh ben, on pourra totalement en parler. Et donc, vous êtes un cadre, on peut le dire, du Parti socialiste depuis de nombreuses années. Et le Parti socialiste a pas mal évolué ces dernières années. Donc, c'est très intéressant de discuter de tout ça, sur des sujets d'actualité et sur d'autres sujets. Avant de commencer, je tiens à remercier Xubi qui a fait un sub. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un sub sur Twitch, mais concrètement, c'est quelqu'un qui fait un don pour la chaîne, pour la soutenir. Donc merci à toi, ça fait plaisir. Déjà pour commencer, sur l'actu très chaude, et après on va parler d'autres sujets. Bien sûr, c'est les gilets jaunes en ce moment. Question toute simple, est-ce que vous êtes un gilet jaune? Non, je ne suis pas gilet jaune. Ceux qui, on les voit tous les jours, ce sont des citoyens qui sont dans l'extrême difficulté. Et qui protestent. Moi, je vois que c'est un mouvement social dont les formes n'ont jamais été connues, qui charrie beaucoup de choses assez différentes. Il n'y a pas de parallèle, vous voyez pas de parallèle possible avec l'histoire et ce qui a pu se passer? Je ne sais pas. Si, il y a eu des révoltes comme ça, un peu diffuses, où toutes les oppositions pouvaient plus ou moins se rassembler. Il y a eu au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, quand on passe de la première à la deuxième révolution industrielle. D'ailleurs, ça a produit un mouvement qui n'était politique, qui est éphémère, mais qui n'était pas très progressiste pour la France. Ça a été le boulangisme, mais ça partait aussi de révoltes de ce type. Mais il fallait s'y attendre, c'est-à-dire on ne peut pas vivre dans une société où on peut voir exposer autant de richesses et vivre dans un dénouement de plus en plus grand. C'est-à-dire que quand on est à 1 200 €, c'est déjà pas mal, puisque c'est le SMIC à peu près, 1 180. Vous le savez, contrairement à d'autres élus. Ouais, en plus j'ai des enfants. On commence souvent au SMIC, donc on est familier de cela quand on a un peu de contact avec la réalité. Et ce sont des pères de famille, ce sont des papis et des mamies qui ont des tout petits enfants et qui voient Noël arriver. Et quand on a dépensé tout ce qui est fixe, il n'y a quasiment plus rien pour vivre. Donc cette inégalité tellement flagrant ne pouvait pas tenir longtemps. C'est une inégalité qu'il a depuis longtemps en soi. Enfin, alors Emmanuel Macron a peut-être sa part de responsabilité dans le fait selon vous, il l'accentue, ou en tout cas il ne fait pas grand-chose pour la corriger, mais c'est là depuis très longtemps. Oui, mais ça se dégrade, c'est-à-dire que les inégalités, bien sûr, elles sont là depuis longtemps, mais le reste à vivre, une fois qu'on a payé tout ce qui est fondamental, le loyer, le chauffage, l'eau, et le transport devient fondamental, ou sinon on ne peut même pas aller travailler, il reste quasiment plus rien. Et le phénomène s'est dégradé depuis à peu près 2008 parce que les salaires
eux, sont quasiment gelés dans ce pays. Il n'y a plus d'augmentation et les prix augmentent. Tous les ans, avec l'inflation, on est à 1,8 de prévision pour l'année prochaine. Donc tout augmente, mais les salaires stagnent. Donc à un moment donné, eh bien, le peu qu'on dégageait pour pouvoir vivre plus ou moins bien n'est plus là. Et ça allait exploser, quoi. Et donc il y a quelque chose de positif dans le fait que les gens ne veulent plus subir ça. Et en même temps, ça se fait d'une façon en dehors de tous les cas, dans un climat... Sans syndicat, sans parti. Ils essaient de cibler les faits, mais ce n'est pas évident. Alors, on peut dire que les partis ou les syndicats, méritent finalement que ça se fasse en dehors d'eux, parce qu'ils ne se sont pas suffisamment rénovés, ils n'ont pas été suffisamment à l'écoute. Mais je veux dire surtout que... des forces politiques, et notamment Emmanuel Macron a une responsabilité dans ce qui lui revient au visage, c'est que pour arriver au pouvoir, il a dénigré les partis. Il a renvoyé tout ce qui était corps intermédiaire au monde ancien, c'est-à-dire au monde qu'il faut décrier. Et puis il se retrouve comme ça, seul face à une colère, et il n'y a pas les médiations. Les médiations, c'est la démocratie. C'est là que, dans un parlement, avec des syndicats, il y a des débats, il y a des intermédiaires, et il y a des gens avec qui, y compris négocier, qui représentent l'ensemble. Là, on voit bien que c'est hétéroclite, que ça va dans tous les sens, que chacun pense un peu quelque chose de différent, et ça devient effectivement très chaotique. Justement, une question là, alors c'est pas, il y a plein de sujets, plein de questions qui apparaissent par rapport à ce sujet-là. Une question de Kylian qui demande, vous qui êtes un sénateur des villes, enfin de Paris en l'occurrence, d'une grande ville, de la capitale, pensez-vous qu'il y a une réelle fracture entre les villes et les campagnes aujourd'hui? C'est sa question. Une fracture, on peut parler de fracture territoriale dans le sens où, effectivement, c'est pas que Paris, mais il y a un certain nombre de mégapoles, de métropoles, où l'essentiel de la population vit. C'est que la grande majorité des Français vivent en milieu urbain. Mais, et donc tout est conçu à partir les moyens de transport, les investissements, les infrastructures, et on a laissé des territoires où des gens vivent dans une situation où les services publics qu'on a voulu rentabiliser au maximum disparaissent parce que, on se dit à quoi sert une poste alors qu'il y a peu d'habitants, à quoi sert une école alors qu'il y a peu d'habitants, etc., sans parler des hôpitaux, des soins, etc. Et donc, le service public s'est éloigné de ces endroits-là, et ce n'est pas par hasard que les choses explosent à partir du transport. On ne s'est pas posé le problème, effectivement, que la question d'utiliser sa voiture, pour certains territoires, est une obligation, même pour parfois aller acheter son pain. J'avais reçu des questions exactement sur ce sujet, sur les réseaux sociaux, de gens qui demandaient si vous étiez favorable du coup à cette taxe sur les carburants. Parce que j'imagine que vous êtes un écologiste. Est-ce que pour autant vous êtes favorable à cette taxe ? Moi, ce que je pense, c'est que, et d'ailleurs, c'est une critique par rapport à ce que prévoit finalement le gouvernement. C'est-à-dire qu'après nous avoir dit on bouge pas, d'un coup, ils disent gel pendant 6 mois, et s'il n'y a pas de solution, eh bien, il n'y aura plus de taxe carbone. Or, de toute façon, il faut absolument qu'il y ait une taxation du carbone, parce que c'est la COP21. Nous avons été... un engagement qui a été pris. C'est un engagement, et c'est un engagement en plus, nous sommes leaders. Vous avez vu Donald Trump qui s'est félicité en disant que Macron... Oui, bien sûr. Donc le problème, c'est comment ça ne pèse pas sur les gens qui n'ont pas d'autres moyens. C'est-à-dire comment il y a une compensation. Notamment, pour moi, ce serait évident qu'aujourd'hui, on dise au patronat, parce que là, il a le beau rôle en ce moment, le patronat. Le MEDEF, il regarde tout, là, comme s'il n'est pas dans l'histoire. Il est absent de ce débat-là. C'est incroyable. Le SMIC, c'est encore l'État qui... les pouvoirs publics qui décident du montant du SMIC. Mais enfin, eux, ils ont gelé les salaires depuis longtemps. On pourrait leur dire que le chèque énergie doit s'élargir au financement du gazole et de l'essence, et qu'on puisse imaginer, comme les grands employeurs le font parfois, que la prise en charge du transport travail-maison soit prise en charge, et que ce surplus
qui vient avec l'augmentation et cette taxe soit prise en charge intégralement par les entrepreneurs. Ouais, s'il y avait des mesures, vous, président, j'ai envie de dire, aujourd'hui, face à une situation pareille, à la place d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous auriez fait en priorité? C'est les éléments sur lesquels vous auriez... J'aurais bien entendu, dans un premier temps, fait en sorte qu'elle ne s'applique pas au 1er janvier, parce que pour monter une solution, il faut plus de temps. J'aurais tout de suite réuni patronat, syndicats, représentants de Gilets jaunes dans leur diversité, avec les revendications qu'ils ont mis parfois sur la table, que les syndicats n'ont pas, que les partis n'ont pas, et discuter des solutions avec chacun qui met sur la table. Donc il y a la relation, il y a les salaires. Justement. Les salaires ne peuvent pas rester gelés. Il faut que le gouvernement aussi, qui a pris un certain nombre de mesures qui ont leur impact, et c'est finalement la goutte d'eau, ce dont on parle, parce que ils ont décidé d'augmenter la CSG pour les retraités. À moins de 3 000 euros, franchement, hein, les retraités ne sont pas des nantis sur qui il fallait chercher à faire des économies. Il y a le gel des pensions de retraite, il y a un gel quasi généralisé des salaires. Il y a beaucoup de mesures qui pourraient être faites. Bien entendu. Justement, il y a une question. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous explique, là, vous êtes de très très nombreux, là, déjà plus de 1200 à rejoindre, et ça fait que monter au fil des minutes. Je suis avec monsieur David Assouline, et pendant 1 heure, vous êtes sénateur, et vous pouvez poser toutes vos questions sur plein de sujets. Après, il y a d'autres sujets qui sont intéressants, sur lesquels vous travaillez. Là, on est un peu sur l'actualité, les gilets jaunes, etc. Et justement, on parlait à l'instant de dialogue avec les partis, les syndicats, tous ces mouvements-là. Il y a une question de CPPC qui demande, et je lis sa question, les gilets jaunes ne passent par aucun intermédiaire, justement, et ne veulent parler qu'au président, ressemblent beaucoup à des doléances. Nos institutions sont-elles capables de régler cette crise politique? Est-ce que la Ve République, comme ça, est faite pour répondre à une colère aussi... C'est justement la Ve République qui produit ça. C'est parce qu'on donne l'illusion qu'un seul homme ayant tous les pouvoirs, il peut tout régler. Donc les gens, dans ce système, vont direct au président. Et d'ailleurs, c'est un peu monarchique de ce fait. Parce que le président lui-même a une attitude verticale parce que les institutions lui permettent de penser, en tous les cas, et même, c'est pas seulement de penser, qu'il a quasiment tous les pouvoirs. Donc c'est l'inverse presque. C'est ces institutions qui produisent ce type de rapport. Dans une république qui serait parlementaire, c'est-à-dire où la diversité d'une représentation du peuple, qui est fait de plusieurs courants d'idées, de plusieurs courants politiques, aurait la décision, toujours la décision, et l'exécutif serait soumis à la décision de ce Parlement et de sa pluralité. Alors oui, certainement, y compris ce qui montait, cette colère sourde qui montait de plus en plus, eh bien, serait parvenu au pouvoir pour qu'ils ne prennent pas une telle décision en pensant que ça allait passer comme ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que maintenant, ils reculent en partie, mais c'est tard quand même. Est-ce que c'est un mouvement qu'on peut situer politiquement? Parce que certains disent que c'est un mouvement d'extrême gauche, d'autres d'extrême droite, certains disent qu'il n'y a pas de... Les mouvements sociaux, on ne peut pas les caractériser comme ça, mais il y a une contradiction. D'abord, moi, je suis arrivé à la politique par un mouvement social qui... forcément, déborde tous les partis, tous les syndicats. Ce sont des citoyens qui rentrent en action, qui ne sont pas encartés et qui prennent leur destin en main. Ça, c'est positif. Sauf que ça va toujours avec le fait qu'eux-mêmes se cherchent des représentants. Et à la non-démocratie qu'ils subissent parce qu'on ne les fait pas participer, ils installent une démocratie en leur sein. Ils élisent des représentants, ils définissent des plateformes pour que ces représentants puissent porter des doléances. Ils votent. Moi, c'était un mouvement étudiant, c'était en 1986, mais c'était des coordinations vous avez écrit un livre, d'ailleurs, sur ça. Avec des représentants de chaque université élus par des milliers de personnes, avec des votes toutes les demi-heures sur chaque revendication qu'on devait mettre, avec des contradictions. Et donc, il y avait
quelque chose de plus large que les représentations syndicales, qui en plus étaient minimes en milieu universitaire, mais quand même quelque chose qui était démocratique. Or, là, on voit bien que ça subit un petit travers de la société d'aujourd'hui. C'est un plébiscite médiatique. C'est-à-dire ceux qui vont sur les médias représentent, mais ils n'ont reçu aucun mandat de personne. Bien, même pas par Facebook, parce que ce n'est pas forcément par une assemblée générale, etc. Ça pourrait se faire par Facebook, de déléguer des gens par Facebook ou par les réseaux sociaux en général. Ça pourrait être plus transversal. On doit intégrer. Mais chacun se met en porte-parole. D'ailleurs, il y a parfois certains qui émergent. On arrive à voir quelqu'un qui parle tous les jours sur tous les médias et qui dit que la solution, c'est de remplacer Macron ou le pouvoir actuel par un général. Voilà. Bon, donc c'est pas, je pense, progressiste pour la démocratie. Il y a beaucoup de questions, enfin de réactions en tout cas, j'ai l'impression de débats sur le chat par rapport au discours du Premier ministre là qui a été tout à l'heure. Est-ce que vous avez pu l'écouter? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais pas, vous l'avez. C'est désolant. On a l'impression que quand on a perdu la main, on l'a perdu, quoi. C'est-à-dire que il a fait un discours où très vite on s'ennuyait, puisque la seule mesure vraiment annoncée qui pouvait être importante, de toute façon elle a fuité depuis hier, elle est là, c'est le gel pendant 6 mois, etc. Et ça n'était pas compensé, ce manque de propositions nouvelles, concrètes, par un charisme, par un discours qui a du souffle, qui prend la mesure de la gravité des choses. Et donc, je suis déçu et je pense que vraiment, on est dans une crise politique très très grave. Hein, parce que comment vous savez, vous voulez comment ça peut, parce que certains parlent, alors sans aller dans la fiction politique ou essayer d'imaginer ça, mais certains parlent vraiment d'insurrection, de quelque chose qui craignent samedi des violences encore plus importantes et quelque chose de plus. Mais c'est à craindre. C'est quelque chose qui est possible. Parce qu'il n'y a pas de répondant politique suffisamment fort. Et d'un autre côté, le pouvoir a montré beaucoup de fébrilité. Et donc, quand un mouvement est fort, et qu'il voit que celui contre lequel il se bat est fébrile, est fragile, il continue, recule, ne sait pas où il va, etc., avec du retard, il veut renforcer. Mais ça, somme toute, c'est un mouvement social qui installe un rapport de force. Mais ce qui est très dangereux, c'est la violence qu'on a vue. Bien sûr. Et cette violence-là, elle est aveugle. Elle est aveugle. Et même pour le maintien de l'ordre, il y a toujours des interlocuteurs pour les pouvoirs publics, sur le terrain, en amont, mais aussi sur le terrain. Bien sûr. Là, on sait pas. Il n'y a pas de service d'ordre des Gilets jaunes. Il n'y a pas de... En tous les cas, moi, à ma place, en tous les cas, j'appelle vraiment les Gilets jaunes qui ont des revendications et qui, sincèrement, sont dans une lutte et veulent, y compris, aller plus loin en termes de rapport de force pour obtenir plus, à aussi agir en leur sein pour, je rappelle quand même pour expulser, pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont dans une violence qui peut conduire à des drames. Et personne n'a intérêt à cela aujourd'hui. Je rappelle quand même que vous avez été un leader du coup syndical à l'UNEF. On parlait des mouvements tout à l'heure, donc je sais que vous avez des questions là-dessus. C'est vrai qu'il y a des mouvements dans les lycées en ce moment qui sont assez importants. Je vois dans le chat, il n'y a pas encore eu de questions là-dessus, mais on peut peut-être en parler rapidement, ça fera sûrement réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces lycéens qui se mobilisent? Alors, ce n'est pas l'UNEF parce que c'est un syndicat étudiant, mais il y a l'UNL notamment qui est un peu son petit frère ou sa petite sœur. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements de lycéens dans près de 200 lycées Il y a toujours eu des mouvements de jeunesse, de lycéens, d'étudiants qui partent sur des revendications les concernant spécifiquement. On voit bien qu'il y a une difficulté d'avenir. Parcoursup n'a pas fait vraiment. La sélection à l'université, les moyens, il y a beaucoup de. Il y a tout ce qu'ils vivent comme enfants de ceux qui manifestent aujourd'hui, des Gilets jaunes. Il y a un manque de perspective, il y a un manque d'horizon et aussi un manque d'idéal, de projection. Et ce n'est pas seulement la société, ce qu'elle leur offre. C'est que, je pense souvent à ça quand je pense à mes enfants, c'est-à-dire que c'est l'avenir même de la planète et du monde qui est menacé dans cette histoire. Et donc, ce sont des révoltes de ce type, elles partent de revendications concrètes, mais quand ça prend, quand ça devient massif, c'est qu'il y a un malaise beaucoup plus général. Une question de Gnou là, qui dit « Question douloureuse, la crise va-t-elle se propager à l'Europe ?»
c'est un truc qui peut devenir, je sais pas, mai 68, ça avait été ça, c'était assez international comme mouvement. Est-ce que les comparaisons sont le parallèle est peut-être pas le meilleur, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on est dans un mouvement comme ça qui se... Mais c'est un mouvement qui a déjà commencé en Europe d'une certaine façon. Il y a eu la Grèce qui, à un moment donné, explosé là-dessus, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la crise notamment, et il y a en Europe de l'Est, mais malheureusement, le fond de sauce idéologique qui est triomphant en Europe, c'est que les débouchés politiques deviennent populistes, nationalistes, de repli sur soi, et c'est plutôt l'extrême droite qui progresse. Ouais. Même quand elle prend, en Italie, le mouvement 5 étoiles apparaissait comme ça, hein, comme un mouvement attrape-tout, de révolte contre les institutions, contre le système, etc. Finalement, on a vu que ces gens, des fois qu'on qualifiait de gauchistes, se sont alliés avec l'extrême droite et ils gouvernent aujourd'hui. Donc je suis très inquiet, c'est-à-dire qu'il faut absolument accompagner ce combat contre les inégalités, c'est l'identité de la gauche, mais la gauche doit absolument brandir ses valeurs comme solution. Ce sont des valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité, d'internationalisme, et pas de repli, d'exclusion, de solutions autoritaires, d'approfondissement de la démocratie. La leçon qui est donnée, c'est effectivement considérer que ces institutions doivent être modifiées. Il ne peut plus y avoir un tel verticalisme, mais pas en supprimant ou en contestant ce que doivent être les parlementaires, au contraire. Et je sens que certains, au contraire, veulent alimenter l'antiparlementarisme. Oui, il y a des parce qu'il y a besoin de représentants. Voilà, on doit travailler de façon beaucoup plus en lien avec la population et considérer que ça ne suffit plus pour les gens de mettre un bulletin dans l'urne pour exercer leur pouvoir démocratique. Il faut, entre deux élections, qu'il y ait des moments où ils sont consultés ou plutôt associés beaucoup plus à la mise en œuvre des décisions. Vous parlez de mouvements d'extrême droite, d'extrême gauche, on parle depuis quelques minutes déjà de ces sujets-là. Une question de Nibal que je vais lire telle qu'elle. Vous avez commencé à l'extrême gauche. Comprenez-vous qu'on mette toujours dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche ? Alors, pas toujours, mais certains le mettent dans le même paquet, en quelque sorte. Dans le même panier, c'est mieux. Je le comprends. Ça dépend ce qu'on met sur l'extrême gauche. C'est-à-dire que l'extrême gauche de ma jeunesse était une extrême gauche qui était qu'avec des valeurs généreuses. On pensait qu'il fallait changer de système et pas seulement le réformer, ce qui nous distinguait du reste de la gauche. Mais c'était pas concevable de voir des militants d'extrême gauche et des militants d'extrême droite ensemble dans la rue. Donc le problème, c'est qu'il y a une certaine extrême gauche aujourd'hui oublie ses valeurs. C'est quelle partie de la gauche? C'est l'extrême gauche, l'extrême gauche, c'est la France insoumise. Il y en a qui considèrent que l'essentiel est de péter le système. Donc avec qui on s'en fout, on verra après. Or, je considère que le contenu avec lequel on veut changer le système est fondamental. Et donc, ça ne peut pas se faire contre la République, contre ces institutions qui garantissent déjà ces valeurs. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ce sont les mêmes gens dans une certaine misère sociale qui ont bâti cette République. C'est leur lutte qui ont fait qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de droits sociaux, mais qu'il y a aussi une démocratie parlementaire. Ça vient du peuple, ça vient des gens les plus modestes. Les autres n'avaient pas besoin de ça. Je ne parle même pas de la monarchie, de la royauté, tout. Mais après, ceux qui ont combattu pour défendre la République et le Parlement, 1848, 1871, 1936, contre justement des tentatives putschistes en 1934, ce sont toujours les ouvriers, les travailleurs, les gens humbles. Donc l'extrême droite, elle fait une démagogie au nom des humbles pour
détruire la République, pour détruire ses valeurs et pour détruire un système démocratique. Et c'est ça toute la différence. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser passer quand des soi-disant gilets jaunes vont dans un camion chercher des réfugiés pour les donner aux gendarmes. Je vois bien quelle est leur connotation politique et le danger qu'il y a derrière, et ça doit être dénoncé. Alors sur les partis, on continue, parce que là, il y a eu plein de questions entre-temps sur les partis politiques, sur la gauche notamment, sur le Parti Socialiste. J'ai 1, 2, 3, 4 questions, on va essayer de toutes les poser, parce qu'après on va passer à d'autres sujets aussi qui vous intéressent particulièrement. Peut-être déjà, alors question très simple, mais de JL Joulot qui demande quel avenir pour le PS selon vous ? Écoutez, le problème n'est pas en soi l'avenir du PS. Le PS, c'est un outil pour une société meilleure. Et c'est comme qui s'installe à Ivry d'ailleurs. On est à Ivry en ce moment même, donc c'est pas très loin. Et c'est comme cela que je le conçois. Ouais. C'est l'avenir de la gauche démocratique qui est en question. Le Parti socialiste a été quasiment à lui seul cette gauche démocratique parce qu'il a occupé un espace important, majoritaire. Ouais. Il n'a plus du tout cette place dans l'échiquier politique. Il a été très affaibli, et de sa faute, mais aussi parce que la situation, le macronisme a été une illusion, a illusionné énormément de nos électeurs qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. Mais ça nous a atteints, et aujourd'hui, il faut que le Parti socialiste joue son avenir dans la reconstruction d'une force de gauche démocratique en se mettant en jeu. Le problème n'est pas la boutique PS qui devrait se reconstruire et passer de 6 à 8, à 10, à 12 et tout. Il faut un big bang de refondation où le Parti socialiste, avec tous les gens de gauche démocratique, qu'elles soient associatifs, que ce soit des clubs, que ce soit des autres courants politiques, démocrates, écologistes, se rassemblent et créent une nouvelle... Enfin, Macron, parce que moi je me souviens, je suis étudiant en parallèle, et c'était drôle parce qu'un an avant l'élection, j'ai eu un professeur qui nous disait en cours, aujourd'hui on a deux partis évidemment, les Républicains, le Parti Socialiste, deux grands partis, c'est un peu l'un puis l'autre depuis des années, et ça va continuer comme ça, et on va même avoir une concentration de plus en plus importante des deux. Et puis il y a eu Macron, et tout a un peu éclaté. Et maintenant, on se demande quelle place même les Républicains sont en difficulté aujourd'hui. Et ça vous force, du coup, j'imagine, à vous refonder et à reformer la gauche. Oui, je pense que l'illusion du ni gauche ni droite ou du et gauche et droite a opéré à un moment donné où les partis eux-mêmes et de droite et de gauche avaient gouverné et avaient déçu ou n'avaient pas réglé les problèmes fondamentaux des Français. Il y a eu cette illusion que c'était une question de compétences, qu'on allait prendre les meilleurs, entre guillemets, de la gauche et de la droite. Et il y a eu cette illusion. Bon, elle n'a pas duré longtemps, vous vous rendez compte. C'est-à-dire que il y a eu l'illusion aussi qu'on pouvait gagner sans parti quasiment, ancré, avec une histoire, l'élection présidentielle. Ça a marché. C'était possible avec le système médiatique, avec le côté présidentiel de l'élection. C'est un homme qu'on élit et pas des milliers sur tout le territoire. Tout ça a pu fonctionner. Mais pour diriger la République, il faut avoir des équipes. Il faut avoir un ancrage, il faut avoir une solidité qui est aussi liée à l'histoire. On voit bien. Il y en a qui disent oui, mais il va être obligé de changer Édouard Philippe. Mais avec qui ? Qui va mettre des poids lourds sont partis déjà, Gérard Collomb, Nicolas Hulot, il n'y a rien en réserve. Et donc c'est un vrai sujet, et le clivage gauche-droite réapparaît. Moi, vous voyez, je vois bien que certains ont eu cette illusion, mais même la droite aujourd'hui, elle conteste les mesures de Macron, mais ils sont pour maintenir la suppression de l'ISF de Macron. Ça existe, le clivage gauche-droite. Ouais. Ça a encore du sens. Ce que j'ai demandé, et je l'ai vu passer. Moi, je soutiens ce mouvement dans sa revendication contre les inégalités, pas contre l'État et les taxes, qui est un thème de la droite. Ouais. Voilà. Et donc, ce que je veux de la justice sociale, je veux qu'on taxe plus les plus riches et moins les moins riches. Mais on voit bien que la droite qui surfe sur ce mouvement en disant, etc., elle, c'est avec une autre orientation qui est celle de pas du tout de faire en sorte que les plus riches dans notre société contribuent le plus. C'est pas leur truc. Ouais.
On va continuer à parler de ça. Et je proclame. Ouais. Je rappelle juste pour ceux qui nous rejoignent, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, là vous êtes plus de 1500 et ça fait que monter. Il me semble qu'on est sur la page d'accueil de Twitch, qui est la plateforme sur laquelle on diffuse tout ça. Donc merci à tous ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui ne savent pas, on est environ à la moitié de l'émission. Là, vous voyez, ça passe relativement vite. Très vite. Ouais. Ça passe. C'est pour ça qu'on va essayer de faire d'autres sujets aussi, mais c'est intéressant d'avoir cette discussion sur les mouvements politiques. Je suis avec monsieur David Assouline, qui est sénateur PS au Parti Socialiste. Et en fait, on parle de plein de sujets et on prend vos questions et je les pose. Et ça, il y a beaucoup de réactions dans le chat. J'ai noté toutes les questions. Il y a heureusement des modérateurs en fait, qui prennent les questions et m'aident à les sélectionner. Donc on les voit apparaître, on les lit, j'en prends le plus possible. Si on continue d'ailleurs sur le PS du coup là-dessus, parce que j'ai plein de questions, on va essayer d'en poser le plus possible. Alors typiquement là, François Malocena qui demande, vous vous sentez en partie responsable des défaites du PS en 2017 ? Vous avez travaillé sur la campagne de Benoît Hamon notamment. Je ne pense pas que les défaites, c'est parce qu'on est mauvais. C'est pas... Un petit peu quand même. Enfin, non, je ne dis pas que vous avez été mauvais, mais il y a une part de responsabilité sur le, oui et non, sur le score final. La politique, ce n'est pas une question de communication. Si les citoyens ne sont pas prêts à accepter ces idées, ce n'est pas parce que vous allez bien les enrober, etc. Bon, on ne peut pas rattraper le fait que ce courant politique avait beaucoup déçu avec le quinquennat, de façon injuste. On peut toujours dire c'est de façon injuste parce qu'on a fait plein de choses et on voit à quel point c'était mieux que ce que fait Macron, mais à tous les niveaux, même le style et tout ça qu'on a critiqué, franchement, c'était un peu plus solide d'avoir comme ministre de l'Intérieur un Bernard Cazeneuve que ce qu'on a aujourd'hui comme amateurisme et comme fébrilité. On a eu à affronter notamment un moment très dur, très chaotique aussi, qui a été les attentats. C'était inouï, jamais vu dans notre pays en temps de paix. Chaque président dit ça. Sarkozy dit moi c'était la crise. Et donc comment franchement, là, je parle de quelque chose de concret qui est voilà des morts civils. Bien sûr. C'était un moment où tous les dangers pouvaient nous guetter. Il pouvait y avoir un sentiment de revanche, de s'attaquer à tous les musulmans parce que c'était des islamistes qui avaient attaqué. Notre société aurait pu se fracturer. Bon, mais passons là-dessus. La question concrète, c'est est-ce qu'on se sent toujours responsable ? Moi, ça fait maintenant 40 ans presque que je suis engagé politiquement. J'étais un môme au lycée et déjà, c'était sur tout ce qui était plutôt lié à la lutte contre le racisme, des mouvements. Je me suis toujours engagé. C'était ma passion de me battre. Comment c'est né d'ailleurs ? Je suis sûr qu'il y en a qui sont qui ont. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Ça peut être des questions d'éducation, mais moi je suis un exilé. Je suis né au Maroc. J'étais marocain dans la montagne berbère. Je suis arrivé, j'avais 8 ans. J'étais dans une cité à Creil, HLM. J'ai grandi là et voilà, je voyais l'injustice, et y compris le regard sur l'étranger que je pouvais subir, y compris comme juif et marocain. Et donc, j'avais le sentiment qu'il fallait se battre très vite contre tout ça et qu'on pouvait changer les choses. Là, je ne pensais pas du tout à des carrières politiques, qu'on pouvait changer les choses en se rassemblant, en faisant grève, en manifestant. Donc, c'est vrai que si je regarde 40 ans après, je me dis le monde super pour lequel je me bats depuis 40 ans, est-ce qu'il a avancé, est-ce qu'il a reculé ? Il y a tellement de choses qui ont avancé en même temps. Vous êtes optimiste pour autant ? À tous les niveaux. Quand je vois comment ça a avancé pour les homosexuels, comment des droits ont sur avancé. Des droits, il y a eu des avancées. Tant dans le travail, sur la protection sociale, de liberté. Sur l'environnement, c'est plus compliqué. Je dis ça parce que j'ai plein de questions sur l'environnement, donc on va pouvoir y venir rapidement. Sur l'environnement, c'était franchement pas une question vécue comme aussi centrale il y a 40 ans, parce qu'elle ne l'était pas comme ça. Mais il y avait déjà des alertes, et je me souviens que me fascinait un candidat, je crois en 74, qui était Dumont, qui était un vieux monsieur qui avait un verre d'eau.
voilà, tout le temps, pour nous montrer en quoi l'eau était un enjeu de demain. Et il disait même que les guerres auraient lieu sur la question de l'eau demain. Et que les ressources ne sont pas, voilà, sont toutes épuisables et qu'il faut les partager et qu'il faut faire attention à notre planète. Bon, donc, mais c'était plus des témoins de ce qui risquait d'y avoir si on restait dans une société d'hyperconsommation et où c'est le profit immédiat et donc la production, ces résultats immédiats qui sont le plus important pour le développement humain et pas le fait de maîtriser tout cela pour que ça ne mette pas en danger notre écosystème. Allons-y sur l'écologie justement. On peut parler un peu de ça. Parce que j'ai eu plein de questions. C'est ma principale prise de conscience je n'ai pas eu dès le départ. C'est-à-dire que clairement, mais ça c'est pareil pour certainement tous les socialistes, il y a eu l'idée, c'est la question sociale qui est centrale, la question écologique devenait de plus importante comme un des thèmes que nous devons traiter. Or, je pense maintenant que c'est imbriqué. Nous devons parler de social-écologie. C'est ce que j'allais dire, ça doit être un terme du PS pendant longtemps, voilà, la social-écologie. Ce n'est pas et du social et de l'écologie. C'est qu'on ne peut plus parler de socialisme sans que dans son ADN, il y ait la préservation de la planète, etc. Et de l'autre côté, de la même façon. On ne peut, et c'est la preuve dans ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas parler d'écologie si la question sociale n'est pas intégrée dedans. Et donc, quand on prend une mesure en faveur de l'écologie, elle doit être sociale en même temps, ce que n'a pas fait le gouvernement. Question de Listoy qui demande quelles seraient finalement les premières actions à mettre en place en termes d'écologie et avec quels acteurs? Je sais même vous étiez, j'ai encore évidemment le vous président, mais vous président, si il y avait une ou même quelques mesures, mais des éléments qui vous semblent clés en matière d'écologie et que vous vous dites c'est quelque chose à mettre en place en priorité? Il y en a beaucoup. C'est pas possible, pareil, de tout résumer à une mesure qui va. Bien sûr. Mais on voit bien, il faut absolument que tout ce qui est pour la construction, il faut construire différemment avec les matériaux, etc. Il faut arrêter de penser que les ressources sont inépuisables de notre planète. Et donc, il faut chercher ailleurs que dans les énergies fossiles tout ce qui doit nous permettre de produire de l'énergie. C'est ça le primordial. Et il faut donner après les moyens aux gens d'accepter ce changement, qui est un changement de structure sociale, de structure économique, mais aussi d'habitudes quotidiennes des gens. Et donc, ça veut dire des transports publics, des transports à énergie douce, ça veut dire énormément de choses. On est au cœur du sujet à Paris. Et Anne Hidalgo, il va franco, elle y va franchement. On dit oui, elle s'attire des critiques. On dit la méthode, il faut y aller plus doucement et tout. Mais enfin, franchement, là, il y a une urgence. Et demain, on nous reprochera d'avoir été trop lentement parce qu'il y a un moment où ça devient irréversible. Donc, c'est une course contre le temps. Ce n'est pas seulement des choses qu'il faut faire, mais il y a un temps donné pour le faire. Et donc, bien entendu, ce n'est pas Paris qui va tout changer, mais chacun, là où il est, et Paris a sa place, parce que c'est quand même important en France, mais c'est dans le monde, c'est dans chaque ville. Il faut faire tout ce qui est possible de faire tout de suite, fortement. Ça va, bien entendu, parce qu'on n'a pas le temps des longues transitions, changer des habitudes et indisposer tous ceux qui ne peuvent pas passer si vite, ceux qui traversaient Paris par une autoroute qui était sur les bords de Seine. Bien entendu, ils avaient l'habitude de le faire, c'était leur trajet quotidien. Quand on décide que c'est piéton, eh bien, ça bouleverse, mais en tous les cas, il fallait le faire, et les politiques, on les élit pour ça, pas pour seulement tout le temps ne rien faire, parler et surfer sur toutes les démagogies. À un moment donné, même si on perd une élection à cause d'une décision, mais que 10 ans après, on se rend compte qu'heureusement ça a été fait, eh bien, l'homme ou la femme politique qui a fait doit se sentir bien. Voilà, se regarder dans une glace. Moi, je préfère perdre s'il le faut, mais à la fin de ma vie, dire voilà,
telle mesure auxquelles j'ai participé ont servi au bonheur de l'humanité. Et certains pensent l'inverse, surfent tout le temps sur quelque chose qui leur semble être l'intérêt immédiat pour leur élection. Il y a peut-être encore une ou deux questions sur l'environnement et après on débouche sur d'autres sujets sur lesquels vous avez pris particulièrement position. Moi, j'allais vous parler de Nicolas Hulot sur l'environnement parce que sa démission avait beaucoup fait parler. Nicolas Hulot avait beaucoup pointé du doigt le poids des lobbies au sein de son ministère notamment sur ces questions environnementales. Et là, j'ai une question de... alors, il faut que je la retrouve. Où est-ce qu'elle est? Elle a disparu? Non. Non, où est-ce qu'elle est? Bon, elle n'est plus là. C'est une question sur les lobbies. C'était une question, ah si, elle est là, de Une Salade Zéro qui demande comment pourrions-nous faire pour éviter que le lobbying ne fasse pression sur nos politiques sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises? Est-ce qu'il y a des choses qui... Bon, on en a pris, c'est-à-dire on en a pris pour limiter les possibilités, pour aussi lutter contre les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que le pire, c'est quand des parlementaires qui vont prendre une décision ou des hommes politiques sont eux-mêmes liés à des industries, à des intérêts dans ces industries. Ça, c'est puni par la loi. Enfin, bon, le problème, c'est que des fois, c'est pernicieux et donc il faut qu'il y ait un contrôle, une transparence qui permettent de le voir. Mais ça dépend ce qu'on appelle par lobbying. C'est pas la même chose que des associations viennent me voir comme parlementaire, des associations justement écologistes, mais qui n'ont pas les mêmes moyens en fait. Qui viennent me voir pour me sensibiliser sur telle loi, pour faire telle chose en faveur de l'environnement. C'est pas un gros mot, lobby en tant que tel, c'est quelque chose qui est là que dans des gens la vie défendent des causes et qu'ils aillent voir les politiques. On a toujours eu ça avec les syndicats, etc. Moi, les associations de défense des droits de l'homme, de protection des populations immigrées, etc., constamment, j'ai travaillé avec elles parce que ce sont des causes que je défends. Mais le problème, c'est pas cela, c'est de l'autre côté. Non, c'est l'industrie, ça c'est autre chose. C'est des intérêts industriels qui ont des puissants moyens. Le dernier lobbying incroyable qu'il y a eu au moment du débat européen sur les GAFA et la taxation et les droits d'auteur, notamment. On va en parler, On a vu comment Google s'est déchaîné et les moyens qu'ils ont. C'est-à-dire, on s'est rendu compte... Avec YouTube, avec... Non, mais même du point de vue... Ils ont des puissances financières qui sont plus importantes que des États comme la France. C'est incroyable, on n'est plus dans la pression. Et on a vu des millions de mails, voire même sur Snapchat, sur Instagram, sur des messageries dites privées, des coups de fil personnalisés à chaque député pour faire pression, pour raconter souvent des bobards. Et ce lobbying-là est absolument inacceptable. Justement, mais parlons-en du coup de l'article 13. Je ne sais pas si tout le monde sur le chat est au courant de ce que c'est. On va essayer d'expliquer. C'est un article qui est dans une directive. Vous me dites, je suis à côté de la blague. Qui vise à protéger les droits d'auteur, et donc les ayants droit et leurs droits respectifs. Et donc vise à demander aux plateformes de faire plus attention en fait au contenu qui est publié et donc de passer des accords potentiellement entre les plateformes et les ayants droit ou alors de filtrer si jamais il n'y a pas ces accords-là sur les contenus pour vérifier que les droits d'auteur sont respectés. J'espère que j'ai été clair. Je fais une vidéo sur ma chaîne demain qui est prévue demain, jamais vous n'avez toujours pas compris. Qu'est-ce que vous en pensez de l'article 13? Vous y êtes favorable? Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut... bien sûr, je suis favorable. Pourquoi? Parce que la création, toute la création artistique, mais aussi la création, la production intellectuelle, y compris les jeux vidéo, il y a des gens qui travaillent pour produire quelque chose, pour montrer avoir quelque chose, ce soit la musique, le cinéma, aussi, etc. Bon, ils ne travaillent pas gratuitement. Forcément, ça a un coût. Et penser que voilà, on vit d'amour et d'eau fraîche parce qu'on est artiste ou créateur, c'est un leurre. Et d'ailleurs, ils peuvent être indépendants, créer librement, sans aucune tutelle, parce qu'ils ont une rémunération. Si ils devaient être pour pouvoir vivre de leur création, être sous la coupe de gens qui les rémunèrent, ça tuerait toute la liberté et le pluralisme de la création. Donc, c'est très important de pouvoir vivre de cela. À partir du moment où des plateformes pillent, entre guillemets, pillent au sens où elles prennent des contenus qu'elles diffusent, mais elles ne contribuent pas à la rémunération de ceux qui ont créé ou produit. Il y a le créateur et le producteur, qui les deux travaillent pour montrer à voir. Eh bien, c'est pas possible.
Et si on prend de l'autre côté, ça tue la création. Donc, tout simplement, aujourd'hui, il y a les systèmes qui existent, sur le streaming, ça existe. Mais les radios, c'était comme ça. Les radios diffusaient de la musique, mais pouvaient, de façon, par une licence globale, on va dire, d'une certaine façon, et par un mode de rémunération, eh bien, reverser aux musiciens, aux chanteurs, etc. Mais nous, je pense que ce qui a fait que les youtubeurs se sont mobilisés, c'est qu'ils se sentent menacés, en fait, par cette loi. Ils se disent... Alors, YouTube a dit qu'ils allaient potentiellement fermer si jamais ça allait passer. Est-ce que c'est vrai ou non, je ne sais pas. Mais eux se sont dit, si jamais du coup j'ai pas le droit même d'utiliser un extrait de film ou un extrait de musique, ma vidéo va devoir fermer, je pourrai plus gagner de l'argent et je vais devoir mettre la clé sous la porte. Non, mais non, c'est pas. C'est fantaisiste pour vous comme. Non, c'est pas les petits youtubeurs qui sont en question. Il s'agit de passer des accords avec les plateformes. Bon. Si un youtubeur prend un film, je fais un film par exemple, ils prennent mon film, ils le mettent sans me demander quoi que ce soit, parce que je peux aussi décider de le mettre librement, dire on me le demande, je dis bah allez-y et je veux rien. Le modèle économique est peut-être à revoir, mais ça peut se faire. Ça peut être une création. Moi j'ai fait un film documentaire il y a très longtemps, ça ne me gênerait pas, j'y pense. Pourquoi pas parce que j'ai vu dernièrement qu'il y avait en 2 morceaux sur, je crois, Dailymotion, ce film mal phagocyté, il a été filmé, je pense, sur la télé. Et je ne veux aucune rémunération de la chose, mais je veux que ce soit plus correct, on va dire. Mais ça, c'est moi. Mais il y en a qui en vivent et c'est pas possible de les piller. Mais que YouTube essaye de faire peur aux youtubeurs, c'est de bonne guerre de leur part, mais c'est eux qui sont menacés, pas les millions de youtubeurs. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils se démènent, parce qu'ils n'en ont pas grand-chose à foutre de l'intérêt des petits youtubeurs, c'est pas trop leur sujet. Il y a des gros youtubeurs aussi d'ailleurs, mais il y a des questions. Alors, ça réagit beaucoup, des gens qui sont d'accord avec vous, d'autres qui ne sont pas d'accord avec vous. Une question peut-être sur les droits d'auteur pour que tout le monde comprenne, parce que WAP demande, de toute façon, quand une radio passe une chanson, elle fait aussi de la pub pour elle, non? Quelqu'un qui se demande pourquoi est-ce qu'une radio devrait payer un artiste pour diffuser sa musique. C'est une question qui vient, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais parce que c'est son moyen de vivre. Les droits qu'il a sur si tu ne peux pas l'écouter à la radio, tu vas acheter le disque. Et quand tu vas acheter le disque, c'était à l'époque. Ou alors, maintenant, télécharger et payer sur telle ou telle plateforme de diffusion de musique. Donc, c'est sa seule rémunération. Bon, il y a les concerts, c'est assez peu rentable. D'ailleurs, il y a beaucoup maintenant autour des concerts pour les rendre rentables, du merchandising, etc. Mais donc, c'est la façon de rémunérer. Mais il n'y a pas que la musique. Il y a effectivement le film, le cinéma. Ça coûte très cher de faire un film. Et la façon d'être rémunéré, c'est de faire que ceux qui le regardent donnent quelque chose. Alors là où je suis d'accord, c'est qu'il y a un moment où les vendeurs de musique, par exemple, on va dire au début des années 2000, faisaient payer très cher la musique. Ah oui, il y avait une sorte de... Donc, ça allait trop loin. Le CD, il était à 15 €. Donc les jeunes pouvaient avoir accès gratuitement par le piratage à de la musique gratuite. Et d'un coup, on leur dit, vous n'avez pas le droit. Donc, s'ils avaient, dès le début du développement d'Internet, fait en sorte qu'on puisse télécharger à très bas coût, même le coût d'aujourd'hui, qui est 99 centimes, mais à l'époque, moi, à mon époque, on m'aurait dit ça, quand moi j'étais jeune, j'aurais trouvé ça génial. Nous, on achetait les disques. Et Spotify, aujourd'hui, c'est encore mieux. Spotify, Deezer... Bien sûr, mais ils ont attendu d'être menacés pour se démocratiser et donner une offre commerciale. L'offre commerciale peut être de très bon marché, mais il faut considérer qu'il n'y a pas de raison de ne pas payer. On paye tout. Les youtubeurs comme les autres veulent avoir une rémunération pour pouvoir vivre, créer, faire les choses. Et il faut considérer que tout le monde doit s'y retrouver et que les grosses plateformes cessent de se faire un pognon de dingue, comme dirait le président, sur ces contenus. contre tous ceux qui créent.
pour résumer, une question qui vise à résumer, après on passe, parce qu'il nous reste 10 minutes, ça va très très vite, donc on va essayer d'aborder d'autres sujets sur les dernières 10 minutes. Une question de Monté de Linguisticae, qui est un autre youtubeur, et qui dit, je cite sa question, pour résumer, la directive viserait à forcer YouTube à faire des accords avec les différents organismes d'ayant droit. Est-ce vrai? Si oui, si YouTube refuse, est-ce que les artistes n'auront pas tout à y perdre? Non, c'est ce que YouTube veut faire. Vous savez, YouTube et d'autres, ils ont besoin. Ils peuvent dire, on va fermer notre plateforme sur tel pays. Bon, à un moment donné, y compris l'image de marque de YouTube, ça va être bizarre. Parce que, bon, je me souviens que l'Espagne, l'Allemagne aussi avait tenté, dans un autre domaine, de faire en sorte que Google puisse rémunérer d'une certaine façon les contenus d'information qu'ils mettaient sur leur site, parce que le problème est le même pour les journaux d'information. Ils payent des journalistes professionnels pour travailler, produire de l'information. Il y en a qui le pillent et qui ne payent rien en bout de chaîne. Des droits voisins. Donc l'Espagne et l'Allemagne avaient tenté. Au lieu la France a plutôt fait un accord avec une petite enveloppe qui n'est même pas des cacahuètes pour Google, c'était honteux, pour se taire, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'a fait Google? Ils ont dit, on arrête le référencement pour l'Espagne et l'Allemagne. Tout de suite, ces pays sont revenus en arrière parce que c'était ça menace les médias. Voilà, donc il faut. C'est un combat pour la démocratie déjà, que cette situation de monopole ne puisse plus s'exercer. C'est un combat. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt des GAFA, c'est de rentrer dans ces négociations, que tout le monde s'y retrouve. On ne peut pas dire que ce sont des sociétés qui ont des difficultés financières et qui ne peuvent pas rentrer là-dedans parce qu'elles seraient menacées. Quand on voit les bénéfices qu'ils dégagent, ils peuvent quand même accepter qu'à un moment donné, s'ils bénéficient de cela, c'est bien parce qu'ils donnent à voir du contenu qu'eux ne fabriquent pas et que c'est logique de trouver des accords pour rémunérer ceux qui fabriquent ces contenus. C'est ni l'internaute, ni le youtubeur qui sera la victime de cela. Ne croyez pas, ils sont obligés de travailler partout. Ils peuvent menacer. C'est un marché qui est tellement immense que. Ils peuvent menacer ce qu'ils veulent. Ils ont besoin, et y compris si à un moment donné ils jouent trop à ça, des pays vont se mettre ensemble, et je pense qu'on aurait dû le faire en Europe pour créer des alternatives. Parce qu'en réalité, la régulation, c'est parce qu'ils sont en situation de monopole. S'il y avait des concurrents à taille de vraie concurrence, parce qu'il y en a, des moteurs de recherche, etc. Il y en a. Mais l'Europe avait les capacités. Moi, j'ai toujours encouragé ça. Outre la législation, on peut aussi le faire par la concurrence. Si l'Europe mettait ses moyens, tous ces pays, en mettant chacun et leur savoir-faire, en termes technologiques, mais aussi en termes financiers, pour créer une alternative à ces grandes plateformes, je suis certain que dans la concurrence, Google et d'autres réviseraient à la baisse leurs prétentions. Il y a la plateforme Quant, je ne sais pas si vous connaissez, les moteurs de recherche français et européens. De toute façon, il faut encourager les concurrents. Je vois que ça en parle là-dessus, il y a WAP qui en parle. Oui, la France a remplacé Google par Quant. Oui, ça peut être quelque chose. Bien sûr, voilà, mais sauf que c'est bien d'encourager ça. Mais moi, je parle de concurrence à l'échelle de la puissance de Google. Et pour ça, il faut du Quant, mais puissance 1000 avec des alliances le permettant, parce que ça nécessite effectivement beaucoup d'argent. Alors, il est 17h53, donc on approche de la fin. Ça file à une vitesse assez folle. Il y a plein de questions, ça fait réagir depuis tout à l'heure. On est là, quasiment, on approche des 2000, on est près de 1600 sur le live. Ça fait que monter pendant les gens ne sont pas partis, les gens sont restés et montent de plus en plus. Et les gens, de toute façon, après, il y a le replay, etc. Donc, ils vont pouvoir revoir tout ça. On a parlé de beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, moi, qui me semblaient, que j'ai vu passer par-ci, par-là? Il y a une question intéressante là, que j'ai vu passer. Quel conseil donneriez-vous à un lycéen qui veut s'engager en politique? Parce que vous avez été engagé très jeune. Oui, mais d'avoir des convictions à défendre. C'est-à-dire que moi, si je me revoyais, si moi, lycéen, devais juger, moi, aujourd'hui,
franchement, je n'avais pas idée que je serais un parlementaire. Et que ça... ouais. Non, pour moi, c'était des causes. Il se trouve que j'ai, peut-être par le fait que cette passion, le temps que j'y ai consacré, la reconnaissance que j'ai pu avoir, ensuite j'ai été un élu local dans le 20e arrondissement, j'ai monté les conseils de quartier. Déjà, la démocratie participative. Vous aviez bloqué les lycées quand vous étiez au lycée ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Mais occupé, à l'université aussi. Malheureusement, c'est pas un exemple pour mes enfants, mais j'avais été exclu de mon lycée. Suite à ça, j'ai passé mon bac en candidat libre. D'accord. Donc voilà, il ne faut pas suivre mon chemin. Non, mais c'est drôle. Ce que je veux dire, c'est que après j'ai été prof pendant 17 ans. J'ai écrit, j'ai une vie qui n'est pas réduite à la politique, mais à un moment donné, quand tu es parlementaire, d'abord tu n'as plus le droit d'être enseignant, tu n'as plus le droit d'être fonctionnaire, c'est la séparation des pouvoirs, et ça te prend tellement tout ton emploi du temps, jour et nuit, week-end souvent, que tu fais. Bon, donc, il faut s'engager pour une cause, il faut croire en des idées pour la société, pour les autres, et puis, ou monter son association, si rien sur la place ne vous convient, ou alors aller vers s'engager dans les partis, mais surtout... Ou créer un mouvement comme les Gilets jaunes. Faut trouver un nom, mais c'est intéressant de voir à quel point les mouvements sont spontanés aujourd'hui. Un parti politique, c'est pas seulement un mouvement sur un truc. Il doit offrir une vision globale de la société, des solutions pour la société sur toutes les questions. Pas juste et donc, il doit avoir des valeurs fondamentales. Moi, les valeurs fondamentales de la gauche, qui sont celles de la République d'ailleurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, ça me va. L'égalité surtout. L'égalité, c'est quelque chose qui, j'ai toujours considéré, que cet article de la Déclaration des droits de l'homme, qu'on est égaux, il faut qu'on continue à tendre vers l'égalité tout au long, après sa naissance, et qu'il n'y a aucun homme qui mérite plus, que l'histoire des premiers de cordée d'Emmanuel Macron, c'est grave, comme vision de la société. Parce qu'il n'y a pas de premier de cordée sans un collectif qui se sente bien, qui fasse corps, et quand il y a des telles inégalités entre les uns et les autres, eh bien tout éclate. Ouais. En parlant de Startup Nation, quelqu'un demandait chez monter sa startup peut être une façon de changer les choses. L'entrepreneuriat peut être une solution. Mais bien sûr, mais bien sûr. Je vois bien d'ailleurs, avant, on se disait je vais rentrer dans telle boîte, je vais faire tel métier, fonctionnaire, machin. Je vois que l'aspiration, je vois avec mes gosses, qui sont plus des gosses, il y a une tendance de se dire ma liberté, c'est de créer mon activité. Ouais. Je ne veux pas un patron quelque part ou rentrer dans quelque chose de formaté. Donc, allez-y. C'est-à-dire, c'est ce que permet la nouvelle économie, et notamment la révolution numérique. Acropolis, c'est comme ça, c'est une start-up en quelque sorte. Mais il va falloir qu'on y mette les protections, les règles, le droit social qui va avec. Parce que sinon, ça donne n'importe quoi. Parce que sur ces belles idées, certaines viennent se greffer, toujours pour faire du pognon, que ce soit l'ubérisation, etc. On connaît. Donc, il y a un monde qu'on est en train d'inventer, des nouvelles règles par rapport à un monde du travail qui a bougé, et il faut le regarder en face. Et les politiques ont besoin d'être régénérés par la génération qui vit ça au quotidien, et c'est tellement loin du monde que la classe politique aujourd'hui a vécu, parce que, ça a été très vite, en même pas 10 ans. Et moi, quand je suis arrivé, quand au Sénat, j'avais un ordinateur, j'étais regardé comme un drôle de gars. Ils étaient à la machine à écrire. Peut-être que nous, là, quand je suis arrivé avec le premier iPad, je me souviens, dès qu'il est sorti, je l'avais. J'ai vu que vous avez une Apple Watch avec vous. On me regardait aussi. Maintenant, il n'y a pas un sénateur, même très âgé, qui n'a pas son iPad en commission, partout. Et ça devient d'ailleurs un problème inverse, c'est que les gens, maintenant, même au restaurant, ils ne se regardent pas, ils sont sur leur iPhone. Donc,
Écoutez, je ne sais pas si nous, aujourd'hui, on a ubérisé la politique avec cette émission. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous pendant 1 heure. Il y a eu beaucoup de questions, ça a réagi tout le temps. Bokanovski qui dit excellente émission, merci. Ça continue à réagir. Quelqu'un qui demande c'est quoi un sénateur? On aurait peut-être dû commencer par ça. Oui, pour la prochaine fois. Bon, vous invitez des sénateurs, donc ils vont le Oui, au fur et à mesure. Mais un sénateur, c'est un parlementaire. Ouais. Voilà, il fait la loi exactement comme un député. La seule différence, c'est qu'un député, si on est en conflit, les deux chambres, il aura le dernier mot, le député. Mais le Sénat est là pour jouer son rôle et aussi de contre-pouvoir. Et puis nous, on travaille beaucoup plus sur le fond parce qu'on a plus de recul, moins dans la posture immédiate aussi. Regardez, les gens sont contents. La petite sardine qui dit merci beaucoup comme d'habitude, merci pour l'émission, merci d'être venu monsieur le sénateur. Des bisous à Soulier, les gens prennent des avances sur les messages. À défaut d'ubériser, on l'a hugotisé. Ça c'est un petit jeu de mots. C'est très intéressant. Écoutez, merci beaucoup d'être venu, c'est un vrai plaisir. C'est moi, vous savez, pour moi aussi, parce que être pendant 1 heure tranquille, de ne pas devoir... j'ai déjà ce travers de parler trop longuement, donc voilà. Les gens vous remercient en tout cas, merci à vous d'avoir suivi tout ça, on voit vos messages. Et juste quelques mots pour la prochaine émission. La prochaine invitée, la semaine prochaine, c'est Laurence Rossignol, sénatrice PS, qui viendra pour débattre. Ce sera avec Jean la semaine prochaine, pas avec moi, on fait une semaine sur 2 avec un autre animateur. Le prochain live d'Acropolis, c'est dans 10 minutes, retour à l'Assemblée nationale, c'est la suite des débats en réaction au discours du Premier ministre. Ils suivent tout ça en direct sur Acropolis. Merci beaucoup à Public Sénat pour ce partenariat entre Hugo Décrypte, entre Acropolis et Public Sénat. Hugo Décrypte, c'est ma chaîne à moi. Merci à O-Gaming qui a produit, qui sont derrière dans la régie. À Perceval qui a fait remonter toutes vos questions. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup Perceval d'avoir fait remonter tout ça. Et puis je crois que j'ai tout dit. Merci aux modérateurs qui étaient aussi dans le chat. Il y a beaucoup de commentaires. Il faut aussi arriver à modérer tout ça. Mais les gens ont été, je pense, ont bien suivi. Il y a plein de commentaires bien positifs. Voir toutes ces questions, tout ça. Écoutez, revenez. Vous pouvez revenir en fin d'année avec grand plaisir. Non, mais je peux à part le direct, je peux aller voir. Vous aurez moyen, je pourrais vous envoyer ça. Vous aurez moyen de récupérer le live. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut, à bientôt. Merci.